tout d'abord, bonsoir d'être là, hein, si tard, bien qu'on ait neige. Voilà, moi, je m'appelle Fabien Gutiérrez, je suis sur Twitter, GitHub, sur mail de Père Noël. Et je voudrais vous en parler sur le monitoring d'applications en Scala. Donc, vous savez, le GitHub, je ne sais pas si j'arrive à passer la souris, ici en bas. Donc, vous savez l'exemple, les codes et tout ça. De qu'est-ce qu'on va parler? D'abord, on va parler pourquoi est-ce qu'on est là, qu'est-ce que c'est monitoring, qu'est-ce que c'est le login, les deux façons de faire de monitoring, en gros le push et mode pull, et puis à la fin, si vous avez des questions. Et donc, tout d'abord, pourquoi est-ce qu'on est là? Tout simplement parce que on a envie de savoir si la maison est en feu. Et c'est probablement les cas qui n'arrivent pas à ces champs-là. Donc parce qu'il est très tranquille, parce que probablement il ne mesure pas. Comme il ne mesure pas, ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe. Et probablement, une fois qu'il commence à mesurer, il se rend compte que probablement la situation n'est pas aussi belle qu'il le croyait. Et, d'abord, qu'est-ce qu'on entend pour monitoring? Donc, en gros, on peut dire que c'est juste savoir qu'est-ce qui se passe avec une application de manière générale. Et typiquement, pour les personnes qui connaissent ce sujet-là, ils disent que monitoring, c'est faire trois choses. Donc, c'est faire des logs, faire des traces et faire des métriques. Et du coup, dans la presse, on va parler de faire du login et faire des métriques. On va pas parler de faire du tracing parce que là, on commence à rentrer un peu sur la philosophie et je ne voulais pas mener la discussion sur ce sujet-là. Donc, on va juste parler des logins, des métriques, et puis on peut voir qu'avec certains frameworks de métriques ou certains frameworks de login, on peut faire des tracing. Et donc, c'est tellement un sujet de discussion qu'il y a même des questions sur Star Overflow. Donc, voilà, vous imaginez que ça va très loin. Et donc, commençons par les logins. Et en gros, login, de manière générale, c'est un problème qui est résolu. On a probablement tous fait déjà. Et on fait plus de SSH dans la machine et puis tellement F pour voir ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que l'application a planté, ça ne fait plus. Et typiquement, quand on parle de login, on parle typiquement des strings qui contiennent justement des informations qu'on a dû décider de loguer, donc d'imprimer. Donc, on parlait d'un level, on parlait d'un utilisateur, typiquement un host, un timestamp, ce type de choses. Et on dit aussi que typiquement on utilise SL4J avec un emblème logback ou plein de choses qui existent en fait dans le marché. Et donc un critère qui est très important, c'est le fait que les enregistrements individuels sont importants. Donc typiquement, on a décidé de loguer les parcours d'un utilisateur dans l'application. Donc en gros, il s'est logué, il a payé, il n'a pas payé, le paiement a réussi, le paiement a failé. Donc chaque enregistrement individuel est important parce que l'utilisateur paie son produit et si on n'a pas enregistré, si on a un problème de paiement, si on n'a pas enregistré l'URL qu'il a visité, le paiement n'était pas succès, on n'a pas d'argument. Donc chaque enregistrement individuel est important et comme chaque enregistrement individuel est important, on peut trouver les parcours qu'a fait l'utilisateur. Ça veut dire qu'on peut potentiellement brancher des logiques métiers derrière. Ça veut dire que ces données, ça produit de l'argent pour qu'on sait qu'est-ce que l'utilisateur fait avec notre application. Et donc, comment on produit de l'argent avec ces données, ça qui nous intéresse, c'est garder ces informations-là. On ne va pas les jeter à la poubelle au bout de quelques jours, au bout de quelques semaines. On va les garder et puis faire de l'intelligence métier sur ces données-là, sur BI, ce type de choses. Et c'est même si on a un value métier important, on peut l'utiliser aussi pour la technique. Donc, pour dire que ces logs nous sert à des métriques. Donc, potentiellement, si on trace les parcours de l'utilisateur, on peut calculer les temps de réponse, on peut calculer si l'application est app ou pas, hein, parce que si l'application ne log pas depuis un moment, donc c'est vrai que probablement elle est down. Et, des exemples de log, donc ça peut aller par exemple, le niveau 1, c'est juste de l'information non structurée qu'on va juste jeter dans les logs, dans un fichier typiquement. Ou dans certaines applications, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une espèce de chaîne avec des tokens qui nous permettra après de les parser, les indexer ou faire des choses avec.
Et puis, il y a certains même qui crachent un JSON avec l'information bien structurée, parsée et qui nous sert après pour l'agréger. Et donc, dans cet exemple-là, on a trois architectures typiques des logs. Donc, typiquement, notre application, elle va utiliser un appender, typiquement logback ou point porte, qui va ensuite être probablement générer un fichier au point porte. Et puis, on a un logstash qui va prendre ces fichiers-là et va l'indexer dans Elasticsearch. Et puis, on a probablement Kibana ou autre outil qui va taper dans Elasticsearch. Il va pouvoir montrer des dashboards et voir que ça bouge, faire en mesure que l'application est utilisée. Et après, on peut aller plus fancy dans les cas dans lesquels on a aussi un appender, mais ces cas, ce n'est pas un appender qui va écrire dans les logs ni dans la console. Par contre, c'est un appender qui va écrire dans R6log, c'est un système de logs qui existe dans les serveurs. Et du coup, on va écrire directement dans les mécanismes de log dans le serveur. Et puis, avec ces serveurs de logs, on va pouvoir utiliser des plugins pour probablement indexer directement les données dans Elasticsearch. Et puis, de la même manière que dans le cas précédent, bon, on a un Kibana qui va taper dans Elasticsearch. Ou si on veut aller encore plus fancy, au lieu de que R6log tape directement dans Elasticsearch, on va taper directement dans Kafka. Et puis on a des consommateurs qui sont spécifiés par rapport au type d'affichage entre guillemets qu'on veut faire avec notre donnée. Donc pour exemple, on peut avoir un consommateur qui va cacher les données dans Elasticsearch, ou on peut avoir un autre consommateur qui va nous alerter dans Slack en indiquant qu'est-ce qui s'est passé, typiquement pour les cas de déception dans les logs. C'est tellement intéressant ça qu'en gros, il y a des boîtes qui font ça. Donc des boîtes qui... C'est un Elasticsearch, c'est un service REST. Derrière, il a un Kafka qui indexe ça dans Elasticsearch. Donc, il n'y a pas trop de mystère sur ces parties-là. Par contre, pour les métriques, c'est un peu plus sorcière. Et typiquement, on parle un peu des data en plusieurs dimensions. On va regarder ce que ça veut dire après. Typiquement, les push, ou plutôt l'incentive vient de tech. Donc, c'est plutôt nous qui avons envie de voir qu'est-ce qui se passe dans l'application, donc avoir les temps de réponse, voir qu'est-ce qui se passe dans les flux qui sont plus complexes. Et donc, à différence de logging, comme on a parlé tout à l'heure, c'est plutôt le métier qui ils ont envie de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que l'utilisateur navigue dans l'application. Ici, les données viennent de nous. Et donc, peut-être, on n'a pas trop de valeur métier, mais parfois, on peut dire que oui, parce que si l'application prend trop de temps pour se loguer, peut-être que l'utilisateur va en aller ailleurs. Et c'est aussi intéressant que les données sont éphémères. Donc, sont éphémères parce qu'on n'a pas envie de les garder pendant des mois, pendant des années. Au bout de quelques jours, on dit, bon, c'est bon, on sait que l'application on tourne. Et les données d'il y a 2 semaines, on va les jeter parce que ça ne nous intéresse plus. Et ce qui est intéressant, c'est que comme typiquement les données sont plus structurées, on est capable de faire l'alerting plus facilement. D'ailleurs, dans une démo qu'on va faire, si Slack nous le permet, on va faire l'alerting dans Slack. Et puis, comme principalement l'intérêt, c'est d'avoir des données structurées, donc c'est même possible de passer des logs non structurés comme celui-là, à un truc plus structuré avec typiquement, pas que, mais typiquement un outil qui s'appelle mtail. C'est disponible dans le GitHub de Google qui permet juste de transformer un truc non structuré vers un truc structuré. Après, on va les prendre tel quel et on va les balancer dans une base de données time series pour après brancher notre outil pour l'afficher. La façon typique de ces métriques-là, c'est dans les points 1, 2, 3. Et donc, typiquement, ce sont des métriques qui ont un nom. Dans ces cas, c'est combien de fois on a eu des requêtes, donc dans lesquelles on ajoute des informations complémentaires. Donc, les informations complémentaires, c'est celui-là. Donc, c'est une requête get dans slash metrics, c'est donné comme réponse 200. 200 dans la famille est 200. Et puis, la valeur courante est 4. Et puis, on peut avoir aussi des métriques plus simples comme celui-là, dans lesquelles je sais qu'il y a tout simplement 3 utilisateurs connectés à l'application. Et donc, on se pose la question, OK, pourquoi pas, hein, c'est intéressant, mais comment est-ce qu'on peut faire pour des web? Et donc, on va parler comment faire pour des web. D'abord, on doit se poser la question si on fait push, on fait pull. Et ensuite, on va voir les deux modèles.
même si ce n'est pas une question de on va faire tel modèle parce que c'est mieux que tel autre. C'est justement des alternatives, des cas d'utilisation. Et après, c'est à vous de voir quel cas pour tomber mieux. Peut-être que vous avez plus d'expérience sur un modèle de génération de métriques que l'autre. Et donc, au lieu de parler de tel est meilleur, bon, on va juste parler des. Bon, il y a eu des outils, si vous voyez la souris, il y a des outils qui sont la partie bas, et dans lesquels ce sont des outils qui commencent à dater un petit peu. Donc, typiquement, on parle des graphites et des Nagios, ce sont des outils qui, à cette époque-là, ce n'était pas très intéressant. Bon, à cette époque-là, de manière générale, n'avaient pas le besoin de faire multidimensionnel. Et donc, bah, à cette époque, c'était bien. Et puis, de petit en petit, on commençait à avoir les besoins d'avoir multidimensionnel. On commence à avoir des outils dans lesquels on peut pas simplement ajouter ou produire une métrique, mais aussi produire une métrique avec des données complémentaires. Et du coup, on va parler de ces deux modèles-là. D'abord, l'approche push. Dans cette approche, typiquement, ce qui se passe, c'est qu'on a l'application, et c'est l'application qui va pousser les métriques, faire un collecteur des métriques. Dans ce cas, on va parler de Camon. Et puis Camon va prendre les métriques, il va les envoyer dans son système de stockage des métriques. Typiquement, on parle d'un système time series. Et puis après, on a un système de dashboarding, Grafana ou n'importe lequel, qui va taper dans le système de stockage pour pouvoir requêter et voir comment les choses bougent de manière assez sympa. Typiquement, dans ce cas, on parlait de Camon. Et donc, Camon, c'est un outil open source qui permet de faire des métriques et des tracing. Et typiquement, pas que, mais typiquement, il est basé sur l'instrumentation et permet de faire l'instrumentation, c'est les ajouts magiques du bytecode dans le bytecode sans qu'on les sache. Bon, dans ce cas, on le sait, mais on modifie le bytecode pour pouvoir faire des choses. Et un critère qui est intéressant, c'est qu'on a découpé carrément les deux étapes, l'étape de collection et l'étape de reporting. Et donc l'étape dans laquelle on prend les métriques et dans l'étape dans laquelle on va garder les métriques quelque part ou les envoyer quelque part. Et donc on vue à très haut niveau nous montre qu'il y a vraiment deux catégories autour de l'emblème de base des Camon. Donc on a les modules à gauche et les reporters à droite. Donc les modules à gauche, en gros, c'est tout ce qu'on peut utiliser pour pouvoir écrire notre métrique. Et donc, c'est vrai que si on ajoute la dépendance Camon-AK, on va pouvoir écrire les métriques liées au Camon, au AK. On peut le faire aussi pour Scala, pour Play, et il y a plein de modules de ce côté-là. Et donc, celui-là, c'est juste l'écriture seule. Donc, on ne va pas pouvoir afficher ces données-là. On va juste les produire. Et de manière équivalente, à côté droite, on a des outils qui permettent juste de faire le reporting. Par contre, on ne peut pas modifier les données. C'est juste de l'affichage. Donc, on a des emblèmes pour New Relic, pour Datadog, pour StatsD. Et du coup, typiquement, comme on fait StatsD, donc on peut parler avec StatsD et d'autres outils pour éventuellement envoyer ça sur d'autres systèmes. Et donc, par exemple, un cas typique, bon, un cas simple qu'on peut faire en local, ça va être avoir une application qui utilise Camon et qui va démarrer un Beam Server pour JMX et dans lequel on va utiliser un outil qui vient de la JVM qui s'appelle Mission Control pour pouvoir monitorer ces métriques qui bougent quasi en temps réel. Et donc, bon, on va voir. Ok. On les fait marcher et puis on verra le code. Donc, dans ce cas, cette appli, c'est une appli HTTP qui a plusieurs URL, donc typiquement un /login et un /logout. Et donc, j'utilise une métrique qui va monter quand on se log et qui va descendre quand on se délog. OK? C'est ce principe-là. Et donc, voilà, ça a l'air de fonctionner. Et il fait des choses. Voilà, c'est disponible. Et donc, je ne sais pas vous montrer un truc.
typiquement, ça c'est 80-80. Ok, donc ça c'est mon appli. Parce qu'à ce moment-là, j'ai rien fait. Quand l'utilisateur c'est log, donc il a plusieurs utilisateurs qui c'est log. Donc on va ouvrir Java Mission Control. C'est un outil pas très pratique si on ne paye pas, qui est dans les JDK. Et une fois que ça démarre, donc on va pouvoir il y a un onglet qui contient les MPIN servers. En gros, il faut chercher les MPIN servers qui on vient de démarrer. Bon, ça prend un petit moment. Et une fois qu'on les trouve, normalement c'est celui-là. OK. Et donc on va avoir un onglet ici en bas. Et donc une fois qu'on arrive à voir les MBIN en particulier qui nous intéressent, on va pouvoir afficher les métriques qu'ils nous montrent, juste pour voir comment ça bouge par rapport à ce qu'on fait dans l'appli. C'est hyper lent quoi. Voilà. Donc ça ne sert absolument à rien. Ce qui nous intéresse, c'est ici, les MBIN servers. Et donc ici, on a créé un onglet Common. Et du coup, il nous a créé un min-max counter. En gros, c'est un métrique qui va monter et descendre. OK? Et en gros, même si l'affichage n'est pas génial, bon, juste donc on va ajouter un chart. OK. Donc ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a rien qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe là. Et donc voilà, on vient ici. L'affichage, c'est pas merveilleux, mais si on fait plusieurs logins, on voit que la métrique monte. Après, comme il a fait un découpage en percentile, il le montre en brut. On voit pas, on voit juste la tendance de la métrique. OK? Par contre, si on fait logout plusieurs fois, après, typiquement, il devrait descendre. Voilà. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met la gestion des métriques dans notre application. On expose les métriques quelque part. Puis, on utilise un outil qui va consommer ces métriques qui sont exposées pour pouvoir les afficher. Le feedback visuel est vraiment important. Et c'est la première étape pour après faire un autre feedback parce qu'on ne va pas rester 24 heures sur 7 coché à l'écran pour voir si ça fonctionne ou pas. Donc on a besoin des outils plus poussés pour vraiment automatiser le truc. Et donc je vous montre les codes, c'est très simple en fait. C'est assez lisible. Bon, en gros, c'est une appli HTTP. Et donc, pour les cas des common, il est un prérequis que c'est demander starter les services common. Et en gros, en derrière, va créer un système d'acteurs. À une époque, on devrait passer le système d'acteurs par un implicite. Mais ça causait plein de problèmes. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'explicitement, il faut demander les stars de ce système d'acteurs qui s'exécute derrière, qui d'ailleurs utilise AK. Et il faut les starter explicitement et puis il faut les stopper explicitement à la fin de notre application. Ok, ça c'est juste le démarrage et l'arrêt. Et ce qu'on fait à niveau de notre route, quelqu'un ne connaît pas HTTP? Jamais entendu parler? Même un petit peu? Ouais. Donc en gros, bon, ça c'est la logique qui s'exécute dans les /logout. Ça, c'est la logique qui s'exécute dans /login. OK? Et donc, ce qu'on fait ici, c'est une espèce d'interception de l'appel, OK? Ou de la réponse à cet appel-là. Ça s'appelle des directives. Tout ça, ce sont des directives. OK? Tout ça, ce sont des directives. Dans ce cas, j'ai une directive qui va augmenter la métrique des utilisateurs courants au login.
et j'ai une directive qui va réduire l'utilisateur courant lors de logout. OK? Et c'est très simple. Ici, dans un trait, j'ai juste exposé un compteur qui va être augmenté et un compteur qui va être réduit dans les deux cas. C'est que ça en fait. Et puis dans mon build.sbt, ben, j'ajoute certaines dépendances. Et comme vous voyez, ben, après, il faut ajouter certaines choses par rapport à ce qu'on a envie de faire. C'est bon, c'est parti là? Ok, donc ça, c'est juste un local pour jouer, vous vérifiez que la métrique bouge. Pourquoi pas? Par contre, on va passer en prod, on ne va pas jouer avec Java Mission Control. Et surtout, on va pas payer pour voir avec cet outil. Et du coup, il y a des choses qui sont plus poussées pour la prod. Donc, typiquement, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise encore une fois Camon. Mais dans ce cas, on peut utiliser l'exporteur StatsD, qui est typiquement pour rester dans la même machine. On va écrire dans UDP. Et puis, on a une espèce d'agent qui était fait, c'est un truc qui était écrit en Go, qui s'appelle Telegraph, qui va prendre ces données pour les agréger et potentiellement, à un moment donné, il va les envoyer dans InfluxDB. Du coup, avec ça, on gagne on s'évite plutôt les sautes TCP réseau, pardon, TCP réseau directement dans InfluxDB à chaque fois qu'on va loguer. Comme vous avez vu, la métrique là, il crache les données chaque 300 millisecondes. Donc, c'est trop pour faire des appels TCP vers un outil, vers une autre machine dans le réseau. Et donc, typiquement, c'est fait dans ces genres-là. Du coup, on a implémenté cette architecture-là dans son application il y a quelques années. Voilà, mais OK. Et par rapport aux acteurs, et donc de base, juste en ajoutant la dépendance, on a 4 métriques par rapport aux acteurs, acteurs AK. Donc on a l'ensemble d'erreurs, la taille de mailbox, temps de processement et le temps que sont restés les messages dans le mailbox. Juste en ajoutant la dépendance, on est prêt à avoir ces 4 métriques-là. Donc c'est plutôt très facile et c'est assez sympa. Donc ce qui est sympa, c'est une approche push, ça fonctionne plutôt bon, ça plutôt bien. Et l'intégration est plutôt bonne avec la JVM. Il a plein de modules pour JMX, StatsD, il a plein de choses. C'est un projet qui est plutôt actif. Et la version 1, il a sorti il y a quelques mois. Il a plein de outils qui sont intégrés et c'est plutôt pas mal. C'est plutôt facile à démarrer. Par contre, c'est l'instrumentation de bytecode que ça pourra potentiellement donner son compatibilité avec la version AK qu'on utilise. Et après, s'il a un problème de ce côté-là, c'est un peu bizarroïde, qu'est-ce qui se passe. Et après, je ne sais pas si vous avez vu les build.sbt du projet. Et après, c'est un peu bizarre. Il s'agit de trouver quelle version, parce que sont pas toutes les versions sont pas, tous les outils ne sont pas toujours la même version. Et parfois, il faut trouver un peu tel truc avec telle version, de telle autre. Et après, parfois, ça ne compile pas, ou il y a des choses qui crachent en runtime, et on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe. Et après, la question que se pose, si on a un outil qui est en dehors de la JVM, qu'est-ce qui se passe, comment on peut s'intégrer? La réponse n'est pas très évidente. Et donc, on va passer à l'approche pool. Et donc, dans ces cas, c'est au lieu de l'application envoyer les métriques, l'application ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va exposer les métriques et on a un outil ou quelque chose, que c'est un collecteur, qui va taper dans l'appli pour chercher les métriques et puis c'est lui qui décide où les stocker. Et puis, encore une fois, on a un outil de monitoring qui va taper dans le système de stockage pour pouvoir afficher les choses qui bougent. Donc, dans ces cas, c'est un outil qui s'appelle Prometheus. Ce n'est pas le seul, mais pourquoi pas. Donc, ça permet facilement, comme c'est juste slash metrics ou l'URL qu'on configure. Donc, on peut tester ça en local assez facilement et on a besoin juste de rien, quoi. Juste pouvoir, on a juste la dépendance, on écrit les métriques, slash metrics et voilà, ça marche. Et donc, c'est un outil qui c'est pré-packagé en fait. Il contient, on n'a pas un InfluxDB à part qui traîne, qu'il faut maintenir. C'est un seul outil et qui contient déjà l'alerting, déjà tout prêt, et support des métriques et time series. Et par contre, il a un sujet qui est assez important. Comme on a dit tout à l'heure, les métriques sont censées être éphémères. Donc, c'est vrai qu'ils ont fait un système qui n'est pas distribué.
Et c'est vrai qu'au bout de 3 semaines, si on remplit notre disque, c'est pas leur problème. Donc, on est censé à tout jeter et démarrer. Donc, c'est un point important à tenir en compte. Et donc, comment ça se présente? Bah, typiquement, c'est un peu le cas qu'on a vu tout à l'heure. Donc, dans ces cas, on a 5 métriques, dans lesquelles les 3 premières, c'est des métriques qui contiennent des multivalues à l'intérieur. Oui. Donc, 2 est la valeur de la métrique. Et donc, dans ce cas, bon, on a plusieurs métriques. Et, normal, ce sont tous des métriques qui contiennent une seule valeur ou des multivalues à l'intérieur. Et tout ça va être agrégé pour être prêt pour les visualiser. Et donc, bon, pourquoi pas, on va faire ça dans un Docker, dans un Docker. Et donc, les cas en question que je vais vous montrer, c'est un cas dans lequel on a un Prometheus qui est dockerisé, on a un appli Play qui expose des métriques encore une fois sur les /login et les /logout. On a un Grafana qui va taper dans la base de données time series qui est à l'intérieur de Prometheus. On a un CAdvisor qui c'est juste un outil qui permet de sortir des métriques sur les conteneurs Docker. Et puis on a un outil qui s'appelle Alert Manager qui permet justement d'être alerté quand une condition qu'on définit sur métrique n'est plus valide. Et donc dans ces cas, on a un ensemble de règles qu'on ajoute dans Prometheus. Et puis on va envoyer les alertes dans ce système qui s'appelle l'Alert Manager. Et puis potentiellement, on va les envoyer dans notre système qui ça peut être Slack ou Mail ou n'importe quel truc. Et donc ces rules, ça fonctionne de la manière suivante. Donc en gros, on donne un nom qui n'est pas besoin d'être unique parce qu'on peut donner différents critères. On a une condition qu'en gros, on a une métrique qui s'appelle Play Current Users qui est inférieur à 2. Donc on donne une période de temps. Et puis on donne juste des champs. Donc c'est-à-dire que quand la métrique est inférieure à 2 pendant 30 secondes, on va avoir une alerte qui va contenir ces données-là. Et du coup, bon, c'est pour ça qu'on va utiliser Slack. Et après Slack, parfois il est compliqué. Ah, c'est juste derrière ça. C'est la démo 2. Donc, une fois on a l'appli ici, je fais plusieurs logins pour éviter que la métrique pète. On va, pof, pof. Bon, pendant que ça charge, voilà. Bon. Là. Donc ici, c'est l'endroit dans lequel on va voir les métriques après. Okay? Et donc encore une fois, ici, on a fait un /login et on a fait un /logout. Mais pour les /login, donc on va voir dans les... Ok, pourquoi il me demande tout ça? Normalement, on n'est pas censé à faire ça, mais pourquoi pas? Ok. Donc ici, on voit que la métrique est en... J'ai cliqué plusieurs fois, donc la métrique est en 8. Donc ici, j'ai deux métriques. Okay, ce sont deux métriques qui sont exposées par mon appli et les deux métriques sont... donc j'ai la première métrique qui est en gros, c'est celui-là.
Donc j'ai une métrique dans les index qui bouge ici. Et j'ai une autre métrique qui c'est les logins, c'est pareil, et slash login pour monter et slash logout pour descendre. Et d'ailleurs, j'ai une alerte qui est liée à ces métriques-là, dans lesquelles si je descends au-dessus des 2 pendant 30 secondes, ça va lancer donc dans quelques secondes, il va descendre. OK? Et donc, éventuellement, on va avoir un petit message ici. On le laisse en background et on le touche là, on regardera ça après. Et donc, ce qui est intéressant, ça, que c'est qui est localhost 90. C'est que OK, dans l'écran de monitoring de Prometheus, donc et là, l'alerte est en pending. C'est parce qu'il a déjà compris que ma métrique a passé sous la seuil que j'ai définie. Et du coup, il a passé déjà à rouge, dans lequel il va lancer l'alerte dans ces cas. C'est pas très pratique. Voilà. Et du coup, il a envoyé l'alerte. Donc, mon appli, sans rien faire on n'a pas encore regardé, mais on va le voir tout de suite, sans rien faire de spectaculaire, a proposé des same points qui vont être monitorés par un outil qui est assez facile à installer. On va voir tout ça, comment ça se fait tout à l'heure. Et ça permet vraiment, sans beaucoup d'efforts, et du coup, la métrique va passer à vert, parce que la seuil est plus de 2. OK. Et éventuellement, ici, Slack va montrer que le message arrive. C'est bon? C'est clair, cette partie-là? OK. On va voir là. Donc, je vous montre tout de suite comment ça t'est fait, ça. On va faire celui-là. OK. Dans ces cas, ça c'est les contrôleurs. Celui-là c'est une appli Play. Donc celui-là c'est le contrôleur qui répond à slash. Et ici, de manière similaire à comme on l'a fait sur AKHTTP, dans lequel on avait des directives. Dans ce cas, il y a des action builders qui vont un peu cacher comment ça se gestionne la métrique. Ils juste fournissent des fonctions pour qu'on puisse, en tant que dev du contrôleur, pouvoir manipuler la métrique qui s'exécute derrière. Et donc, j'ai fait pareil, j'ai fait un session controller qui permet d'augmenter la métrique des logged users et d'incrémenter la métrique des logged users lors des login, lors des logout. Et donc, voici, c'est les action builder qui permet de faire ça. Et donc, pareil que la métrique des common, c'est juste increment et décrement quand on arrive à exécuter l'action. Après, on peut aller plus loin. Dans ces cas, j'attends même pas la future qui est lancée. On peut écouter la future dans l'incomplete, on l'augmente ou pas par rapport à ce qui se passe. Mais c'est juste de façon très simple, juste le fait d'aller dans les slash login. C'est pas une métrique de login success, c'est une métrique de slash login. OK? Donc, c'est pour ça que dans l'appli, si j'ai fait un slash metrics, voilà, c'est le résultat que Prometheus va taper dans l'application chaque 15 millisecondes, 50 millisecondes. Il va taper cette information-là, il va l'indexer dans sa propre base de données time series. Et puis après, on a un Grafana qui va être branché là-dedans et pouvoir regarder les données. C'est bon? C'est clair? Voilà. On va voir si potentiellement c'est déjà bon ou pas. C'est toujours pas bon. Bon, les potentiellement dans la fin de la presse, c'est déjà bon. Ça, c'est Slack, hein. C'est pas ma faute.
Voilà, donc bon, c'était un cas plutôt simple, hein, ça a fonctionné, même c'est un cas pour juste d'exemple. Soit un truc un peu plus complexe, un truc plus de vrai. Donc, typiquement, on a une application, voire une instance de l'application qui a été déployée. Donc, si on passe au Bootworks, donc bon, on a des microservices réactifs, je ne sais pas quoi. Et donc, et le problème, c'est que Prometheus, la config de Prometheus, il doit savoir où il va taper pour les services, où le service est prêt à IP port pour exposer le service. Et donc, si j'ai un truc qui est dynamique ici, ben, je ne sais pas en fait où il est. Donc, bon, après, il faut faire les services discovery avec un console et l'intégration avec console est déjà pas mal. Et donc, en gros, on peut tout découvrir avec console. Et donc, ça n'empêche pas qu'on découvre les applis ici dynamiquement avec console, mais qu'on peut avoir aussi, encore une fois, des exporter JMX pour n'importe quel outil, même pour la base de données. Et donc, tout cet ensemble de choses qui sont exposées s'appellent des targets, et sont des targets qu'on configure dans la configuration de Prometheus. On a également l'alert manager qui permet juste de s'éloigner comme on l'a fait, et éventuellement, l'alerte va arriver dans un truc moins fiable comme Slack. Et puis, on a un système de dashboarding qui permet d'afficher les choses assez facilement. Donc, ce qui est sympa, c'est une approche pull. C'est un outil qui est pré-packagé, c'est plutôt simple à installer. Bon, il y a une image Docker qui est déjà prêt. C'est assez facile à démarrer, la DSL est assez simple. Et c'est un projet actif, la version 2 vient de sortir il n'y a pas longtemps, il a plein d'exporteurs. Donc, pour ça, il y a plein d'outils. Donc, j'ai vous mis la liste ici en bas. Donc, il a plein d'outils. Il me semble avec la version Kafka, de la console d'admin de Kafka qui est payée, et utilise aussi derrière dans une intégration avec Prometheus. Et donc, bon, il a plein d'outils pour se brancher. Et donc, un des gros problèmes, c'est qu'il est éphémère. Donc, c'est vrai que c'est éphémère. Donc, qu'est-ce qu'on fait si au bout de 3 semaines, au bout d'un mois, au bout de 2 mois, on a les disques qui sont pleins? Bon, là, il n'offre pas beaucoup de solutions. Et par contre, il y a des adapteurs qui permettent de sortir les données et les envoyer dans un flux DB. Mais encore une fois, on a vraiment intérêt à les faire ou pas. Ça dépend des cas d'usage. Et je ne sais pas si vous avez vu le temps de réponse, mais ça prend un petit moment. Hein. Et ça implique que l'application va garder en mémoire ces données plus les métriques. Et si on applique plein de métriques, bon, après ça pourra garder un peu de mémoire. Il y a un projet qui s'appelle Camon Prometheus Bridge. Je n'ai pas eu le temps de tester, mais les rapports que j'ai lus, c'est pas prêt quoi. Et donc, bon, admettons qu'on n'a rien, on n'a rien fait, on n'a aucune idée. Donc, la maison brûle, on n'a aucune idée. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Bon, la première chose qu'on peut faire, c'est des métriques de haut niveau. Par exemple, combien de temps ça prend les logins, combien de temps ça prend les logout, et ce type de choses de très haut niveau. Après, on peut aller juste en plus de détails, par exemple, une fonctionnalité en particulier, et avoir vraiment les trucs de trucs. Par exemple, c'est scellé à la base de données, combien de temps ça prend, ce type de choses. Et après, on peut aller plus loin, par exemple, c'est entrer bien dans les détails des acteurs et voir vraiment des informations bien en détail. Mais finalement, peut-être c'est qu'il n'y avait pas de problème, hein. Peut-être que c'était tout bien depuis le début et on est content. On peut même mixer les deux idées. Donc, en gros, on peut prendre les métriques avec Camon et après, pas faire un truc bizarre, c'est juste transformer la métrique qu'on a récupérée avec Camon avec une métrique qu'on transforme, qui est reconnue par la DSL de Prometheus, et juste l'exporter avec slash metrics avec Prometheus. Donc, ça nous permet de faire le retour au réseau. Et donc, c'est des petits projets qui essayent tous de faire la même chose. C'est une idée intéressante, ça peut être à croiser. Et donc, de manière générale, les deux approches sont assez stables. Il y a plein de produits d'intégration qui sont intégrés déjà. Et de manière générale aussi, c'est qu'il ne faut pas deviner, juste essayer de monitorer, voir ce qui se passe. Et ben, ce n'est pas important quelle approche on va choisir, finalement, c'est juste de choisir un coin. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous dormez? Bon, si vous n'avez pas de questions, merci beaucoup.